bonjour à tous et à toutes. Bonjour mon cher François. Je ne serais pas aujourd'hui ici si justement tu n'avais pas été à l'origine un peu de ce grand projet. Alors, pour me présenter brièvement, j'ai bientôt 56 ans. Je suis professeur des universités catholiques en sciences économiques au sein de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. À titre indicatif, le seul économiste au milieu de juristes et politologues. Et je dirige aussi, du coup, la filière droit comptable et financier et le Master 1 et Master 2 droit fiscal et vie de l'entreprise, puisqu'il y a un lien, effectivement, entre la gestion et l'économie. Alors, avec François, je me permets effectivement de l'associer parce que ce que je vais vous dire a un lien direct avec lui. Avec François, on se connaît depuis longtemps et nous avons été collègues. Et un jour, sur la base de discussion, on en est venu à parler du marketing stratégique des universités. Et on a considéré qu'il y avait sans doute un grand vide, j'approfondirai la question dans quelques instants, sur cette problématique, puisque apparemment, eh bien, relativement peu d'universités parlent de marketing, certains n'en font pas ou certains en font, mais sans le dire, et effectivement, vous en avez d'autres qui le font par ailleurs. Et de là est né un séminaire à l'intérieur de la FIUC qu'on a fait à Rome une première fois en décembre 2017, qu'on a réitéré en mai 2019. Et on s'est aperçu qu'à travers nos échanges, eh bien, il y avait peut-être un élément à creuser un peu plus loin dans l'écriture notamment d'un ouvrage. Et il se trouvait que cette problématique de marketing, ici à l'Université catholique, on en parle depuis fort longtemps, depuis le milieu des années 2000. Et j'ai eu la chance, grâce à deux doyens visionnaires, Alexis Massard, aujourd'hui directeur d'ESPOL, et Ioannis Panoussis, l'actuel doyen de la fac de droit, de faire des études marketing au sein de la faculté. J'ai d'ailleurs toujours cette mission qui devrait s'étoffer pour véritablement aller encore plus loin. Et l'idée est venue avec François, patronné justement par la FIUC, d'écrire un ouvrage sur le marketing stratégique des universités. Et cet ouvrage, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai terminé l'écriture il y a quelques jours. J'espère, compte tenu des corrections, compte tenu des délais d'impression, qu'il paraîtra avant la fin de cette année civile. Et à ma connaissance, ça devrait être, à moins que je me fasse griller la politesse par un de mes collègues, mais ça devrait être le premier ouvrage publié en langue française. Parce qu'il y a relativement peu d'ouvrages publiés sur le marketing stratégique. Alors, peut-être que ça m'a échappé, mais je pense qu'en français, non. Et en anglais, quand on fait une analyse complète de la littérature à l'heure actuelle, il n'y a pas, il doit y en avoir à peu près une vingtaine qui traitent plus ou moins directement de la question. Alors, il y a un certain nombre d'articles qui sont parus dans des revues relativement spécialisées, mais quelque part, il faut reconnaître que le champ académique, si on veut parler ainsi, du marketing stratégique, on est, pour employer un terme biblique, un peu à la genèse de la discipline. Même si, effectivement, ça a tendance à se développer. Alors, la question qui se pose au départ, quand je regarde justement le titre, le marketing stratégique, un concept central dans le développement des universités, quand je relis ce titre aux écosystèmes innovants, au premier abord, un observateur pourrait être tenté de dire « mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi diable intervient-il? En quoi il y a quelque chose d'innovant? En quoi, dans un souci de prospective, il pourrait y avoir des évolutions? À première vue, ce n'est pas évident. Et c'est d'autant moins évident que quand on regarde, je dirais d'un œil peut-être un peu distant, ce qu'est une université, ce qu'elle propose, c'est-à-dire des formations aux étudiants,
Bon, on pourrait assimiler une université à un bien culturel. Alors, vous savez que les biens culturels, si on regarde par exemple l'Organisation mondiale du commerce, bah, ils sont considérés comme étant un peu à la marge de l'ensemble des biens et services marchands. Or, pourtant, dans le cadre d'une université, quand un étudiant doit payer des frais d'inscription relativement importants, on est bien d'accord qu'il s'agit bien là d'un service marchand offert aux ménages. Or, pourtant, dans l'esprit de beaucoup d'observateurs, bah, ce n'est pas évident et il y a un caractère un peu iconoclaste à première vue d'oser parler de marketing dans le cadre d'une université à travers l'offre de formation. Deuxième élément, c'est le fait que si on regarde la vie universitaire et les différentes universités, alors qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, non confessionnelles ou qu'elles soient catholiques, bah, la gestion, l'utilisation des méthodes de gestion, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Heureusement, et ça marche. Je prends l'exemple de l'Université catholique de Lille. Vous avez une direction de la stratégie, vous avez une direction des affaires financières, et on prend quotidiennement des décisions qui ont un lien, mais on ne peut plus direct, avec la gestion finalement d'une entité ou d'une entreprise. Et en cela, il n'y a pas de grosse différence. Mais on ne parle pas trop de marketing, on serait presque tenté de dire, mais bon sang, pourquoi introduire le marketing dans une université alors que la gestion implique que ça fonctionne relativement bien. Et je ne vais pas prêcher pour notre paroisse, mais on travaille dans une grande maison et c'est vrai que quand on voit son développement depuis maintenant plus de 20 ans, on peut dire qu'on a pris les bonnes décisions en matière de gestion. Or, le marketing, on n'en parle pas trop. Si on rajoute à cela le fait qu'on est une université catholique, et si on se réfère au texte de la Constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae et Veritatis Gaudium concernant les universités dites relevant du secteur de la théologie, bah, moi je les ai lues en long, en large et en travers. À part un moment où il y a une phrase qui dit que l'université, elle doit assurer la pérennité de son modèle, là, c'est même encore pire. Il n'y a pas vraiment de relation avec la gestion. Donc, vous allez me dire, bon, problème. Ben justement, quand on regarde pourtant un peu plus loin la stratégie d'une université, on pourrait être tenté au départ de dire, le marketing, c'est quoi? C'est d'essayer par tous les moyens possibles et imaginables de proposer des formations, même si ça ne correspond pas à un besoin réel de l'étudiant, mais c'est d'avoir le maximum d'étudiants qui vont s'inscrire chez nous, et puis après, on verra bien. Si on aborde le marketing de cette manière-là, alors on n'a rien compris au marketing, et encore moins au marketing universitaire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand on regarde le secteur universitaire, si on part du principe que toute université catholique se doit, mais c'est vrai d'autres universités, alors les universités publiques c'est différent puisque c'est l'État qui est derrière, mais on pourrait étendre ça aux universités privées, aux universités catholiques. Si on va un peu plus loin, on se dit que l'avenir, et François le disait tout à l'heure, n'est pas forcément assuré. On ne sait pas dans 10 ans, dans 20 ans, comment nos universités vont évoluer. Et si on se pose la question, c'est parce que la concurrence qui n'existait pas forcément, qui était, disons, un peu comme dans la grande distribution en France, chaque grande société se partage un peu une part de marché d'un point de vue géographique et évite de se tirer trop dans les pattes, si j'ose dire, c'était la même chose au niveau des universités. Eh bien non. Depuis une quinzaine d'années, ça change considérablement. Vous avez une montée en puissance des universités publiques. Moi, je viens de l'université publique. J'ai pu voir la différence où aujourd'hui, on commence aussi à penser un peu marketing,
Les universités privées, même si privées non confessionnelles, même si ici en France, ce n'est pas véritablement un problème pour les autres universités, mais elles se font une concurrence très forte. Et d'une certaine manière, l'avenir des universités, à commencer par les universités catholiques, se pose. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas une démarche scientifique et une démarche marketing consistant à utiliser un certain nombre d'instruments relativement connus, vous courez le risque de passer à côté de certaines cibles intéressantes, mais surtout, vous courez le risque de perdre à la longue un certain nombre d'étudiants parce que ce que vous leur offrez, en échange de ce qu'ils payent, clairement, ça ne va pas les satisfaire. Alors, quand il y a 6 mois au début de l'année, j'ai commencé la rédaction de l'ouvrage, j'avais fait un plan détaillé, j'ai été amené à le changer à de nombreuses reprises parce qu'au fur et à mesure de l'état d'avancement de mes recherches, bien évidemment, la rédaction de l'ouvrage a été considérablement modifiée. Mais au début, il y avait une question qu'il fallait obligatoirement se poser et qu'on doit se poser en tant que scientifique. Si on parle de marketing stratégique des universités, est-ce que le marketing stratégique des universités a un caractère spécifique ou est-ce qu'au contraire, il emprunte finalement, il s'appuie sur des outils qui existent déjà et que l'on fait que transposer au cadre universitaire? Alors, le confinement de l'année passée m'a permis de lire énormément d'ouvrages, notamment les ouvrages en anglais, et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'existe pas un marketing spécifique à l'université. À une seule exception notable, c'est que dans un des éléments du marketing mix, on parle de la politique de distribution, et là, on remplace la politique de distribution par la politique de localisation. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais concrètement, et ce que j'ai fait, et ce que demain, finalement, les recherches qui continueront dans ce domaine feront certainement, c'est de voir qu'à partir des outils qui ont pu être utilisés dans la stratégie, je prends l'exemple du modèle des forces concurrentielles de Porter, je prends l'exemple des théories liées au positionnement ou à la marque, eh bien, on l'applique ou on essaye de l'appliquer au cadre un peu particulier de ce qu'est effectivement l'université. Donc, il n'y a pas un marketing spécifique. On n'a pas inventé de nouvelles choses, mais on a certainement inventé, pour les personnes qui travaillent sur le marketing stratégique, une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de voir l'évolution justement de cette même université. Et ça, c'est vrai partout. Alors, ce que je vais essayer de faire dans cet exposé, il y a 19 chapitres, je vais essayer de vous résumer un petit peu les grandes parties de mon ouvrage, mais sachant que chaque élément finalement constitue des pistes de réflexion potentielles. Alors, l'ouvrage que j'ai écrit se décompose en 5 parties, et la première partie, là où à mon avis il fallait commencer, c'est l'analyse de l'environnement universitaire. Alors, l'analyse de l'environnement universitaire, ça paraît indispensable. Je dirais que pratiquement, sans doute, tous les recteurs le font de manière presque innée. Mais quand on va un peu plus loin dans l'analyse, on s'aperçoit qu'on ne pense pas forcément toujours à utiliser des outils qui existent et qui peuvent peut-être enrichir encore cette réflexion qui est déjà relativement importante. Alors au départ, l'université, c'est un acteur de la société et donc on ne peut pas ignorer le macro-environnement. C'est-à-dire tous les éléments qui vont influencer la stratégie et qui effectivement peuvent modifier considérablement cette stratégie. Alors, il y a un modèle qui existe qui s'appelle le modèle PESTEL, l'acronyme politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Et ces 6 éléments, eh bien, on les prend en compte. C'est très facile de faire une analyse politique. Je prends un exemple.
si vous êtes une université catholique, il est clair que la couleur politique au pouvoir, elle a une bienveillance plus ou moins forte vis-à-vis de l'institution même de l'enseignement catholique. On a pu le voir dans des débats relativement anciens, quand en 1984, on voulait avoir un service unifié de l'éducation, bon, qui n'a jamais été créé, qui, à mon avis, ne le sera pas, mais c'est un élément politique. L'économie, bien évidemment, la conjoncture, elle est là pour nous montrer que un certain nombre de ménages qui éprouvent des difficultés auront peut-être moins tendance à inscrire leurs enfants dans une université payante et on privilégiera plutôt l'université publique. Social, là aussi, les crises, les grèves peuvent être un facteur, par contre, d'attractivité au sein de nos universités, où justement, par définition, on est souvent à l'abri de conflits sociaux. Technologique, là, j'aurai l'occasion d'y revenir, à l'impact de la digitalisation sur l'enseignement supérieur. À lui seul, si François m'écoute, je dirais que c'est presque un nouvel ouvrage qu'il faudrait faire uniquement sur la digitalisation de l'université, parce que là, on est au début de ce qu'on va voir comme évolution, je dirais, dans les années à venir et qui risque de modifier considérablement. Environnemental, aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut plus ignorer l'aspect relation, je dirais, de l'université avec l'écosystème. Et puis, pour terminer, légal, vous avez bien évidemment le statut d'association qui joue un rôle important, le statut aujourd'hui d'ESPIG. Donc, rien que déjà sur cette analyse du macro-environnement, il y a beaucoup de choses à dire. Deuxième instrument qu'on ne pense pas forcément utiliser, or pourtant on l'a en tête, c'est ce qu'on appelle le modèle des parties prenantes, des stakeholders, comme on dit. Il faut se référer aux travaux de Freeman en 1984. Les parties prenantes de l'université, elles sont à la fois internes et externes. Internes avec les étudiants, les salariés, par ailleurs, mais externes avec le monde politique, le monde administratif, les riverains, les banquiers. Et là aussi, avoir une bonne connaissance, utiliser ce modèle, permet d'une certaine manière de voir un peu quelles sont nos relations et comment justement notre stratégie elle peut impacter sur ces relations. Ensuite, il y a quelque chose que toutes les universités l'appliquent parce que c'est très facile à utiliser, c'est le fameux modèle SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité. Je sais que chez nous, on le fait par ailleurs depuis assez longtemps. Quelles sont nos forces et nos faiblesses par rapport à nos capacités internes? Quelles sont les menaces et les opportunités si on se situe dans une approche prospective? Et puis, il y a un dernier élément qui est, lui, peut-être un tout petit peu plus compliqué à appliquer, c'est l'utilisation des matrices de portefeuille d'activité. Alors, je ne vais pas les passer en revue, ce serait beaucoup trop long, mais la plus célèbre, c'est certainement la matrice du BCG, Boston Consulting Group. Alors, la BCG1, la BCG2, mais vous avez la matrice de McKinsey ou d'Arthur D. Little ou la matrice d'Ansoff. Et quand on regarde bien justement les composantes de ces matrices, on est capable, pour une formation, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose de très grand, le macro-environnement, pour arriver vers une sorte de méso-environnement avec les parties prenantes, et pour arriver à une sorte de méso-micro-environnement avec l'analyse SWOT. Et là, on est dans le micro-environnement, puisque à partir de ça, on peut voir finalement si certaines de nos formations, si certains de nos champs académiques se situent en bonne ou mauvaise position par rapport à la concurrence. La seule difficulté, c'est finalement de trouver les données. On les trouve quand même assez facilement, mais en tout cas, l'instrument peut être tout à fait mobilisable. Donc là, déjà, dans la première partie, les outils de l'analyse de l'environnement universitaire, à part peut-être SWOT et de manière implicite PESTEL, les universités ne les utilisent pas forcément. Alors, la deuxième partie, ça consiste à faire une étude de marché, ça consiste aussi à mieux comprendre qui sont nos étudiants qui appartiennent aujourd'hui à ce qu'on appelle la génération Z,
les digital natives, et comment justement ils prennent leurs décisions par rapport au fait de s'inscrire ou pas. Alors là, dans un premier temps, bien évidemment, moi, je m'étais arrêté sur l'étude du marché universitaire. Bon, là, je n'ai rien inventé. On peut faire une étude de marché d'un point de vue quantitatif, hein. On regarde les données concrètement, combien il y a d'étudiants dans telle et telle formation, combien il y a d'étudiants dans notre université par rapport aux autres. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on peut étudier le marché d'un point de vue qualitatif, finalement. Quels sont les influenceurs, quelles sont les personnes qui vont influer sur le fait de s'inscrire ou pas? Bien évidemment, les étudiants eux-mêmes qui sont, entre guillemets, considérés comme les consommateurs, mais ne jamais oublier une autre variable hyper importante, les parents. Les parents sont assimilés à un acheteur. Or, quand l'acheteur n'est pas le même que le consommateur, une université, elle est obligée de, si j'ose dire, tirer un coup de fusil, essayer d'attraper deux cibles qui ne sont pas forcément situées au même endroit. Ce n'est pas l'hypothèse de la balle magique comme dans l'assassinat de Kennedy en 1963, hein, où une seule balle avait transpercé Kennedy et le gouverneur Connally, mais enfin, on n'en est pas loin. Donc, il y a quand même une certaine difficulté. Et puis, on peut mettre en avant d'autres éléments de la structure du marché universitaire. Est-ce que dans un champ académique, les formations sont concentrées, c'est-à-dire est-ce qu'il existe que quelques formations ou au contraire, est-ce qu'il en existe une multitude? Bien évidemment, la stratégie ne va pas être la même. Un autre élément intéressant, c'est pour rechercher l'information, il y a les techniques d'enquête. Alors, les techniques d'enquête appliquées à l'université, c'est simple, hein, c'est la même chose que quand on fait une étude de marché. Vous avez des sources internes, notamment les plateformes comme Agora nous permettent d'avoir énormément d'informations. C'est vrai qu'il y a des sources externes, des rapports qui sont faits régulièrement par différents organismes. La FIUC fait effectivement beaucoup de choses dans le cas présent. Mais c'est vrai qu'il y a des questionnaires de motivation qu'on peut distribuer aux étudiants lorsqu'ils s'inscrivent ou au contraire, lorsqu'ils ont passé un certain temps dans l'université, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ça, on le fait depuis longtemps, on le fait bien et on a beaucoup d'informations. Donc ça, ce n'est pas très original. C'est l'application, je dirais presque, d'un marketing qu'on qualifierait d'opérationnel qui existe déjà par ailleurs. Un autre élément important, c'est la segmentation et la typologie des étudiants. Pour bien cibler quel type d'étudiants on veut avoir, on va prendre des critères comme l'âge, comme le sexe, la profession des parents, et éventuellement, même si c'est beaucoup plus compliqué, le fait d'imaginer que dans le cas d'une université catholique, un étudiant est catholique ou pas, ce qui est tout à fait relatif en l'occurrence, ce n'est pas un critère aujourd'hui fondamental. Mais c'est vrai que presque 75% de nos étudiants viennent de lycées privés catholiques. Donc, il y a quand même, ce sont des éléments à prendre en considération. Donc, il y a toute une série de critères de segmentation. On peut utiliser également la typologie. La typologie, c'est d'essayer d'avoir des groupes d'étudiants par rapport à certaines formations. Moi, il y a quelques années, je me suis amusé à jouer au jeu des 7 familles des étudiants qui étaient à la fac de droit en expliquant pourquoi ils étaient. Alors, vous avez les étudiants, c'est les héritiers, si j'ose dire. Papa, maman sont avocats notaires, donc on ne se pose pas la question, on va être avocat ou notaire. Je ne vais pas les passer tout en revue. Vous avez des étudiants qui ont envie de passer des concours, donc ils feront plutôt de droit public. Vous avez des étudiants qui ont un caractère un peu hybride. C'est mes étudiants qui aiment bien le droit, mais aiment bien aussi l'éco et la gestion, donc on va les retrouver dans le droit des affaires. Vous avez des étudiants qui sont plutôt orientés vers les carrières internationales, on va les trouver dans les licences européennes. Et ça, c'est une typologie. Alors, on arrive à l'analyse du comportement de la génération Z. Moi qui suis enseignant depuis maintenant 30 ans, j'ai vu passer la génération précédente, la génération Y, et même la génération à laquelle j'appartiens, la génération X. Il faut reconnaître que la génération Z a des comportements qui sont parfois déconcertants. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est vrai qu'ils ont un avantage extraordinaire. Ils maîtrisent parfaitement bien les techniques digitales.
Si on les appelle les digital natives, ce n'est pas pour rien. Ils ont grandi et ils ont vécu dans ce milieu. Ils sont capables de faire plusieurs tâches en même temps. Suivre un cours et puis répondre à un SMS aux copains-copines. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Ils ont une abondance d'informations, qu'ils ont toujours peur de manquer de la bonne information, sauf que le drame, c'est qu'ils n'analysent pas forcément l'information. Trop d'informations tue l'information, c'est un principe bien connu qu'on retrouve partout. Et puis, ils ont un côté finalement, ils n'ont plus envie de sacrifier leur vie professionnelle aux dépens de leur vie personnelle. Alors ça, ce sont quelques traits. Ils ont sans doute beaucoup de mal à apprendre, je dirais, par rapport à des cours classiques. Et si vous introduisez pas un peu d'originalité, l'étudiant se lasse très vite. Mais l'originalité, elle peut être dans le ton que vous employez dans la technologie. La technologie, ce n'est pas forcément une fin en soi, mais c'est une manière parfois de l'utiliser de manière plus dynamique. Alors, pour terminer sur cette deuxième partie, l'analyse du processus de décision, bon, c'est assez classique. Finalement, l'étudiant, au départ, il prend connaissance d'un besoin. Besoin, bien évidemment, c'est sans doute de faire des études supérieures et puis de se positionner par rapport à un métier qu'il a envie de faire. L'étudiant, il va aller à la pêche aux informations, il va trier les informations, il va certainement avoir l'influence des parents, en l'occurrence, et puis il finira par faire un choix, et puis il va s'inscrire, et tous ces processus-là, l'université, elle doit avoir bien conscience qu'elle peut intervenir, ou en tout cas, dans le contenu notamment des informations qu'elle diffuse, ce qu'on appelle aujourd'hui l'inbound marketing, sur lequel je vais revenir, c'est une manière complètement différente de voir les choses. Là, on est vraiment dans l'innovation marketing complète. Alors, la troisième partie, ça, je vais être le moins original parce que c'est les parties les plus connues. Même quand on ne fait pas trop de marketing, on connaît implicitement. C'est ce qu'on appelle le marketing mix des universités qui se décline en 4 éléments. La politique de produit, la politique de prix, la politique de communication, et là, non pas la politique de distribution, mais la politique de localisation. Alors, la politique de produit, d'abord, la question qu'on doit toujours se poser, qu'est-ce qu'une offre de formation universitaire? Alors, en disant ce truc-là, on a envie de dire, mais bon, il nous prend pour des imbéciles, tout le monde le sait. C'est une année de cours qu'on va suivre. Bah oui, sauf qu'à l'intérieur de l'année de cours, le nombre d'heures, l'administration des cours, le contenu, le caractère plus ou moins professionnel, ça, ce sont des éléments qui, disons, caractérisent le produit. On peut prendre en considération aussi la notion de politique de gamme. Politique de gamme, c'est quoi? Je regarde l'Université catholique. Qu'est-ce qu'elle propose comme champ académique? Chaque champ académique est une gamme. À l'intérieur de chaque champ académique, je prends l'exemple du droit, vous avez des lignes de produits. Vous avez du droit privé, du droit public, du droit européen, du droit des affaires. Et à l'intérieur de chaque ligne de produit, en marketing classique, on appelle ça un modèle, vous avez aussi des formations qui se déclinent en droit fiscal, droit des affaires. Et avoir cette analyse permet de voir qu'une université, elle peut être plus ou moins diversifiée. Nous, ici, à l'Université catholique de Lille, on est quand même relativement bien pourvu. On a une gamme de produits relativement étendue. Après, il y a une autre notion, c'est la notion de cycle de vie d'une formation. Cycle de vie, globalement, un produit passe par une phase de lancement, par une phase de croissance, par une phase de maturité, par une phase de déclin. C'est simple, je regarde le nombre d'étudiants inscrits dans une formation sur le long terme. Il y a des formations qui ont connu leurs heures de gloire, mais qui malheureusement finissent par disparaître. Et vous avez au contraire des formations qui continuent à avoir ce qu'on appelle des produits sans âge, à avoir un nombre d'étudiants toujours aussi constant, et cela depuis, dans le cas de la fac de droit par exemple, depuis maintenant presque 30 ans. Donc ça, c'est un élément important. Et puis la question, elle se pose, quand est-ce qu'on développe de nouvelles formations? Là aussi, pour répondre à nos nouveaux besoins par ailleurs. Concernant la politique de prix, la politique de prix, c'est simple.
Si je voulais paraphraser une vieille émission de télé des années 90, l'important pour l'université, c'est de choisir le juste prix. Le juste prix, c'est quel est le montant des frais d'inscription qui permet à l'université de rentrer, entre guillemets, dans ses frais, en partie, puisqu'on sait que ça ne couvre qu'une partie des frais, mais qui lui permet en tout cas d'être pérenne sans faire fuir un certain nombre d'étudiants. Alors là, c'est simple, hein, vous pouvez opter pour une politique d'écrémage qui fait que vous fixez vos tarifs à un niveau très élevé en se disant qu'il y aura des étudiants qui vont venir, mais il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'étudiants. Ou au contraire, vous avez plutôt une politique de pénétration de volume où vous fixez des prix relativement bas, c'est le cas des universités publiques, où vous savez que vous allez avoir 3 000 ou 4 000 étudiants dans une discipline en première année, avec tous les inconvénients. Après, il y a la politique poursuivie par les concurrents. Si j'ai une université qui me ressemble beaucoup, qui offre la même formation avec un tarif 1 000 € moins cher, j'ai des questions à me poser. Après, vous avez aussi l'élasticité, c'est-à-dire j'augmente mes frais d'inscription. Comment je vois quel est l'impact sur le montant des inscriptions? Clairement, en général, quand vous augmentez les prix, la demande, elle diminue. Ça, c'est le truc classique. Vous pouvez avoir une demande qui est inélastique, qui fait que vous augmentez vos frais d'inscription, la demande ne varie pas. Ça peut arriver. Et on a quelquefois un effet Veblen où vous augmentez les tarifs, et plus vous augmentez les tarifs, plus les étudiants s'inscrivent. Donc là aussi, je rajoute à cela l'effet psychologique d'image. Plus une université coûte cher, meilleure elle est. Bon, c'est pas. Il y a des tas d'éléments à prendre en considération. La question qui se pose d'ailleurs dans le cas de la politique de prix, c'est est-ce qu'une université, notamment une université catholique, peut faire une modulation des tarifs, et est-ce qu'elle peut aussi éventuellement imaginer des politiques permettant à des étudiants venant de familles modestes de venir. Par exemple, des prêts garantis, pourquoi pas la gratuité des frais d'inscription, et puis ensuite l'étudiant s'engage sur quelques années à rembourser l'université. Il y a des tas de solutions possibles. Alors la politique de communication, ça c'est quelque chose qui se fait naturellement, hein. Ça relève beaucoup ici du marketing opérationnel qui se fait de manière efficace, l'art d'organiser les journées portes ouvertes, la communication par tous les moyens, l'utilisation de moyens de communication en médias comme les contacts qu'on peut avoir avec les étudiants. Et il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération aussi, c'est le lobbying. Le lobbying qu'on aurait pu distinguer par ailleurs dans un chapitre particulier, c'est une forme de communication, et les universités catholiques, par rapport à un pouvoir qui peut être plus ou moins bienveillant, ont intérêt à développer ces pratiques. Alors, dernier élément sur cette localisation, sur cette marketing mix, la politique de localisation. La distribution, c'est en marketing classique, c'est je vais chercher mes yaourts soit à la supérette du coin ou à l'hypermarché ou sur Internet. Là, dans le cas de l'université, la localisation, oui, elle peut être importante. Comment j'administre mes formations, ça peut être à distance, mais l'élément qui est important, c'est que si je remplace la distribution par la localisation, c'est le fait que si vous voulez vous développer et installer une université, vous avez une méthode qui s'appelle la méthode cerise-revée, qui prend en considération toute une série de paramètres et qui fait que vous êtes capable de noter différents sites. Donc ça, c'est une technique particulière. La quatrième partie, je me dépêche, de mon ouvrage, c'est les éléments constitutifs du marketing stratégique. Alors, un chapitre, je l'ai consacré à un instrument qui est relativement ancien, mais qui fonctionne toujours, à l'analyse du marché concurrentiel universitaire, et c'est le modèle de Porter. Une université, elle est confrontée à la concurrence des autres universités, mais elle est confrontée aussi au pouvoir plus ou moins important des fournisseurs. En l'occurrence, si vous avez des opérations d'aménagement à faire, ou si vous voulez recruter des profs, puisqu'on peut considérer que les profs sont fournisseurs d'une certaine manière de l'université, elle doit faire face au pouvoir de négociation des clients, en l'occurrence des étudiants,
qui peuvent être plus ou moins exigeants. Puis, à la menace d'entrée de nouveaux entrants, on parlait tout à l'heure des EdTech, c'est l'exemple classique. Et la menace de produits de substitution, bah, c'est le développement de l'enseignement digital, avec des modules qu'on peut suivre à distance. Clairement, ça constitue une menace. Alors, nous, on est plutôt, dans le cas de l'université, dans une stratégie de différenciation. On va faire payer plus cher un service à l'étudiant, mais en lui apportant quelque chose de meilleur. Ensuite, un chapitre consacré au positionnement et à la marque. Bah, le positionnement, finalement, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une université catholique? Est-ce qu'on attend un enseignement catholique? Est-ce qu'on attend un enseignement humain considérablement développé? Est-ce qu'on attend finalement une insertion dans le milieu professionnel? Et en fonction de ça, le positionnement peut être différent. Et la marque, bah, l'utilisation de la marque, si vous regardez la FIUC, vous avez des universités qui s'appellent universités catholiques, donc clairement on l'affiche. Il y a d'autres universités qui s'appellent par exemple San Pablo, où on devine que derrière il y a un côté catholique qui ne veut pas dire son nom. Mais vous avez par exemple l'université Dayton ou Georgetown, personne ne sait qu'il s'agit d'universités catholiques. Or pourtant, ce sont deux grandes universités catholiques. Pour terminer sur cette partie-là, les stratégies de développement de l'université, bah moi j'en avais retenu 4. D'abord, ce que j'appellerais les stratégies de croissance extensive. On continue à augmenter le plus possible le nombre d'étudiants. En ce moment, c'est une réflexion au cœur de la cellule dont je fais partie sur l'évolution de l'université à 2030. Ça, c'est ce que j'appellerais la stratégie extensive. La stratégie intensive, c'est au contraire de dire à un moment donné, on bloque le nombre d'étudiants, mais on essaye d'avoir le maximum de recettes complémentaires sur des activités de recherche, de prestation de services, de location de salles notamment. Ça, c'est la stratégie de croissance intensive. La stratégie de spécialisation. Bah, je suis une université, je ne fais que de l'enseignement. Il y a des avantages et des inconvénients. La stratégie de diversification, je suis une université, mais j'ai à l'intérieur de mon université des laboratoires de recherche qui ont une activité plus ou moins autonome. J'ai des hôpitaux, j'ai des maisons d'accueil pour personnes âgées. Ça, c'est de la diversification. Je ne mets pas tous les œufs dans le même panier, mais ça peut être intéressant. Puis bien évidemment, la stratégie d'internationalisation, là aussi, je m'adresse, si François est encore en ligne, avec la digitalisation, l'internationalisation, ça fera sans doute, ça pourrait faire l'objet d'écriture d'ouvrages, tant c'est relativement important. Et enfin, je termine, je pense être à peu près dans les temps. J'ai consacré une 5e et dernière partie aux spécificités des universités catholiques au regard du marketing universitaire. Alors, je ne pouvais pas ne pas consacrer un chapitre sur l'importance de la catholicité, comment une université catholique intègre la catholicité dans sa stratégie et quels sont éventuellement les impacts avec sa politique marketing. Alors, bien évidemment, il y a les constitutions apostoliques. Je me suis référé à un document datant de 2002 à l'Université catholique de Lille où on déclinait un petit peu comment on envisageait l'application d'Ex Corde Ecclesiae au caractère spécifique de notre université. Bien évidemment, le fait de prendre soin, le fait de placer l'étudiant au cœur du projet, c'est toujours d'actualité. Hein. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Et puis aussi quelques éléments consacrés à l'éducation de l'économie intégrale. Là, je me suis inspiré du document que la FIUC avait publié sur un certain nombre d'universités qui montre que, par exemple, ici, YouSchool, chez nous, correspond un peu à cette pratique. Le chapitre suivant, ben, je ne pouvais pas ignorer non plus la notion de ranking universitaire et la RSE. Je les ai replacés en même temps pour montrer que finalement, les deux ne cohabitent pas forcément. Si vous prenez les méthodes de ranking comme Shanghai ou le Financial Times, c'est plutôt orienté dans le cas de Shanghai sur les disciplines très techniques et moins sur les disciplines humanitaires. Les universités qui publient en langue anglaise, c'est-à-dire globalement celles qui sont en tête,
ont un avantage parce que la référence justement des critères, c'est la langue anglaise. Mais curieusement, quand on parle de la RSE, des problèmes environnementaux, les problèmes sociétaux, allez, on va dire qu'on peut le voir à travers certains travaux, mais que ce n'est pas évident. Alors, la notion de RSE, c'est une notion qui est relativement ancienne. Hein. C'est Bowen en 1953 qui le met en place. Hein. Aux États-Unis, on voulait un pendant au catholicisme social, hein, à l'enseignement social de l'Église. Et les évangélistes mettaient en avant le fait qu'on devait mieux prendre soin, entre guillemets, de l'autre. Hein. C'est là où ça se rejoint, puisque ça reste de religion chrétienne. Et dans la RSE, moi, je me suis inspiré des travaux de Sylvain Brezard sur la perma-entreprise, qui véritablement donne certaines méthodes pour intégrer justement cette méthode de RSE dans l'université. Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, quand je travaillais à l'IDDR, j'avais mis en place un indicateur du campus durable qui reprenait les éléments liés à la RSE, au développement durable, et qui permettait d'avoir un indice synthétique à la base à partir de 30 indices simples, montrant finalement l'intérêt de prendre en considération ces éléments. Et cet indicateur, il ne demande qu'à être utilisé. Ça pourrait être une méthode de ranking alternatif qui pourrait être un élément de communication auprès des étudiants. Et puis, je termine par, je dirais, le caractère actuel, la problématique actuelle de l'université et l'université digitale. L'université digitale, moi, je me suis intéressé aux forces et faiblesses et aux menaces et opportunités. Je refais une analyse soit de la digitalisation. Bien évidemment, les forces l'emportent largement sur les faiblesses. Les menaces, elles existent par le fait que, justement, vous avez plein de sociétés qui peuvent pénétrer le secteur de la formation sans être université, mais les opportunités, elles montrent quand même que les universités qui ont opté pour la digitalisation dès à présent, elles ont eu raison de le faire. Et puis, quand on parle de digitalisation, c'est la question de l'apparition de l'inbound marketing par rapport à l'outbound. L'outbound marketing, c'est je fais de la publicité, je donne une brochure à l'étudiant en disant voilà, tu viens chez moi, tu as autant, tu vas avoir telle et telle chose. L'inbound, c'est plutôt d'essayer de créer des contenus en utilisant un maximum les réseaux sociaux et les nouvelles technologies numériques pour essayer de capter l'attention de l'étudiant, mais c'est lui qui vient vers nous et pas nous vers lui. C'est la différence entre l'inbound et l'outbound. Et là, il y a toute une série d'éléments, hein, les relations qu'on peut avoir, les échanges sur le web notamment. Et là aussi, on n'est qu'au début de perspectives intéressantes. Et pour finir, je conclus mon ouvrage sur l'idée que une première étude montrait que les universités qui s'étaient considérablement digitalisées, c'est le cas de la nôtre, quand il y a eu le Covid, il n'y a pas eu de problème, elles ont pu basculer à distance. Certaines universités africaines qui n'avaient pas les moyens techniques, clairement, ont interrompu leurs cours. Donc là, c'est un élément aussi. Un des avantages, mais j'espère qu'on n'aura plus jamais à revivre ça, c'est que si un jour on revit une crise sanitaire, espérons que non, certaines universités sont prêtes, d'autres non, alors que toutes les universités devraient l'être. Alors pour conclure, moi je reste persuadé que le marketing stratégique, à travers tous ces éléments-là, constitue un vivier important de recherche, notamment sur les comportements de l'étudiant. Moi, je préconise un observatoire du comportement de l'étudiant, de voir comment il réagit par rapport à un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y aura un jour une cellule ou une section marketing ici à l'université? Peut-être sous des formes, je dirais, transversales. Ça, ce n'est pas à moi de le décider, mais ça me semble indispensable. Et je pense surtout qu'il y a énormément de choses à échanger avec nos autres collègues de la FIUC
et même avec tout simplement les autres universités, parce qu'on ne prend pas conscience de la richesse du concept de marketing stratégique dans la gestion quotidienne de ce que ça va pouvoir apporter dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel et instable. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie de votre attention en tout cas.